Bonjour Sandaga Montréal, merci encore de nous suivre à travers nos capsules mensuelles juridiques avec Maître André Faye. N'hésitez surtout pas à partager et à vous abonner au maximum. Bon, aujourd'hui, en fait, nous allons parler d'un thème hélas d'actualité qui est la violence conjugale. Et Maître André Faye aujourd'hui va essayer de vous donner beaucoup de conseils par rapport à cela et surtout juridiques. Bonjour Maître. Bonjour Sandaga Montréal, bonjour la communauté. Et comme vient de le dire Omar, le thème d'aujourd'hui porte sur la violence familiale. Alors, la violence familiale est un problème social qui est très grave, de par son ampleur à travers le monde, mais également de par les coûts humains et sociaux qu'elle engendre. Alors, ce qu'il faut dire par rapport à la violence familiale, c'est qu'aucune communauté n'est épargnée. Aucun pays n'est épargné. Alors, lorsqu'on parle de violence familiale, il est vrai que dans cette violence familiale, celle qui est infligée en contexte conjugal est parfois celle la plus visible. Alors, plusieurs pays, comme le Canada, ont reconnu la nécessité d'apporter une réponse publique, sociétale à ce problème. Et d'ailleurs, en parlant du Canada, spécialement en fait aussi du Québec, depuis le 1er mars dernier, il y a eu des changements importants dans la loi sur le divorce. Et parmi ces changements, on peut noter deux points. Le premier changement important est relatif à la nécessité pour les tribunaux de prendre en considération l'aspect de la violence familiale lorsque le tribunal est saisi d'une question de divorce. L'autre élément important, c'est aussi que les tribunaux doivent, lorsqu'ils se penchent sur une question relative à un enfant, évaluer la question de la violence familiale en fait, dans le couple. Donc, de façon synthétique, l'on peut dire que la violence familiale doit désormais être prise en compte par les tribunaux lorsque ils décident d'une question concernant un enfant, ou bien tout simplement lorsqu'il s'agit d'une question de divorce. Il est important quand même de faire une petite distinction entre ce qu'on appelle violence conjugale ou bien violence familiale et ce qu'on appelle les disputes. Alors, la dispute n'est pas une violence conjugale. La dispute, c'est généralement un désaccord ou bien une mésentente sur un point ou bien sur une question donnée. Alors, souvent, on utilise 4 critères pour distinguer la violence conjugale ou la violence familiale de la dispute. Le premier critère, on se pose la question de savoir, y a-t-il recherche de pouvoir sur l'autre? Alors, dans le cas d'une violence conjugale ou familiale, la réponse est oui. Dans la violence conjugale, il y a divers comportements violents qui sont utilisés par un partenaire ou une partenaire de sorte que l'autre se sente soumise. Donc, la recherche, c'est le contrôle, le pouvoir. Mais lorsqu'il s'agit d'une dispute, généralement, c'est un différend. Hein? Un différend, en bon sénégalais, sur un point bien déterminé. Alors là, chacun essaie de convaincre l'autre partie du bien fondé de sa position. Alors, l'autre critère qui permet de distinguer la violence familiale à la dispute, c'est quelle est l'intention des parties. Dans la violence conjugale ou la violence familiale, l'intention qui est poursuivie, ou bien l'objectif qui est poursuivi par l'agresseur, c'est de prendre le pouvoir, de contrôler l'autre partie. Mais dans la dispute, le but c'est de convaincre l'autre partie à épouser son opinion ou bien son point de vue.
Autre élément qui permet de distinguer la violence conjugale à la de suite, c'est est-ce qu'il s'agit d'un phénomène répétitif? Cela veut dire quoi? Est-ce que le problème revient souvent? Dans le cas de la violence conjugale, on estime que oui. La violence persiste et se répète dans le temps, donc c'est de façon cyclique. Contrairement à la de suite, où il s'agit d'un problème ponctuel. Hein, on débat sur une question donnée, on n'est pas d'accord, chacun donne son point de vue, même si la question peut revenir de façon, en fait, aléatoire, peut revenir quelque temps après. Mais ce qu'on peut comprendre dans cette dynamique, c'est que la violence persiste dans le cadre du contexte de violence conjugale. Alors, autre élément important, pour faire la distinction entre la violence familiale et la dispute, c'est quel est l'impact que cela a sur les partenaires. Ah, cela est vraiment important. Parce que dans la violence conjugale ou familiale, un des partenaires se sent, ou bien une des partenaires se sent soumise. Il y a des conséquences sur la victime. Contrairement dans la dispute, où chacun se sent libre d'exprimer son opinion ou bien son point de vue sur la question. Alors tout à l'heure, j'ai dit qu'en mars dernier, des changements importants sont intervenus dans la loi sur le divorce. Et ces changements concernent la violence dans un cadre familial. Alors, ce n'est plus seulement la violence entre conjoints, entre madame et monsieur, comme on le dit souvent, mais la violence maintenant concerne tous les membres de la famille, que ce soit les enfants, les conjoints, ou bien même un autre membre de la famille qui serait dans le cercle familial, par exemple une nièce du moins, un neveu, etc. Autre élément important aussi, pour montrer l'importance que le gouvernement canadien et québécois accorde à cette question, depuis le 13 juin 2019, il y a eu une modification du règlement de la Cour supérieure du Québec qui dit que lorsque des parties sont concernées par un litige en matière familiale, les parties doivent déclarer à la Cour est-ce qu'elles sont assujetties l'une ou l'autre envers l'autre de conditions relatives au code criminel. C'est vraiment important. Et d'ailleurs, la partie qui fait l'objet de ces conditions doit en fournir les détails dans un avis déposé au greffe. Alors, cela est un élément important sur cette question de violence conjugale ou bien de violence familiale. Et comme je vous l'ai dit tantôt, les tribunaux doivent prendre en compte l'aspect de cette violence conjugale lorsqu'ils ont à apprécier un intérêt ou bien l'intérêt de l'enfant, surtout lorsque des parties divorcent. Vous savez, lorsque des parties divorcent, souvent la violence vient se greffer à ces moments qui sont extrêmement difficiles. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que rien ne justifie la violence conjugale. Rien ne peut le justifier. La violence conjugale ou violence familiale, on le dit, est inacceptable et inadmissible. Personne ne doit subir la violence conjugale, quelle que soit la raison qu'on peut évoquer de gauche à droite. Et d'ailleurs, en fait, le gouvernement québécois le dit, le gouvernement canadien, la tolérance, c'est zéro. Alors, il y a eu mon nañ ko wax ci olof, violence kenn du ko baale. Non, on ne doit pas porter atteinte à l'intégrité physique ni à l'intégrité morale des membres en fait, de la famille. Et c'est interdit au Canada. Pourquoi? Parce qu'on aura l'occasion d'y revenir. Il y a des conséquences juridiques, notamment une peine d'emprisonnement qui peut en résulter. Alors tout à l'heure, j'ai dit, les facteurs qui peuvent être à l'origine de la violence familiale sont nombreux. Alors ça peut être quoi? Par exemple, la pauvreté. La pauvreté amène la violence dans la famille. Mais ça peut être aussi, comme on l'a dit tantôt, des situations dans lesquelles les parties se séparent. Aussi, le manque de travail, le chômage, peut être source de violence conjugale. Aussi, ça peut être l'alcool, la drogue, le stress, la maladie aussi
peut être un facteur de violence conjugale ou de violence familiale. Mais seulement, on le dit et on le répète, il n'y a pas de raison où on ne peut pas justifier la violence conjugale. On ne peut pas porter atteinte à l'intégrité de son partenaire ou de sa partenaire en évoquant une raison X, inadmissible et inacceptable. Alors, la violence conjugale ou familiale, elle peut être multiforme. Ça veut dire quoi? Il peut y avoir plusieurs formes de la violence. La violence, elle peut être verbale. Alors, ce n'est pas seulement le fait de porter des coups sur la personne qui constitue une violence, mais elle peut être verbale. Par exemple, on élève la voix dans l'intention d'intimider la personne. On peut également crier sur la personne, ou bien hurler, ou bien insulter, ou bien rabaisser, ou bien faire du chantage. Donc tout cela constitue une forme de violence conjugale ou bien familiale. Alors on peut donner un exemple. Un des partenaires, ou en fait la partenaire, la conjointe ou bien le conjoint peut dire « je t'interdis de voir telle personne, je t'interdis de lui parler, hein, ce n'est pas une amie pour toi, etc. » Donc si en fait ces comportements sont répétitifs et constants et sont accompagnés d'une certaine agressivité, oui, il s'agit de la violence en fait conjugale et de la violence verbale. La violence peut être également psychologique. Hein, psychologique. Par exemple, c'est des comportements, des attitudes hein, qui jouent ou bien qui impactent sur le moral de la personne. Ça peut être par exemple un dénigrement. On dénigre la personne sur son intelligence. Hein. Ça peut être également des critiques constantes. Alors je donne un exemple par exemple. Des critiques constantes sur la façon de cuisiner. Hein, et je le dis, par exemple, le partenaire conjugal, hein, monsieur peut dire, écoutez, hein, ta cuisine n'est pas bonne, neexul, dafa saf xorom, dafa saf kaane, et que ça soit de façon en fait répétitive et insistante. Ça peut être effectivement de la violence psychologique. Pourquoi? Parce que cela a un impact sur la personne, effectivement, qui est victime de cette violence. Ça peut être également des reproches hein, sur la façon d'élever des enfants. Hein. Et je le dis par exemple, la Sénégalais, par exemple, c'est pas qu'on les dit une fois qui constitue de la violence conjugale, mais le fait que ça soit répétitif et constant, ça devient de la violence en fait psychologique. Alors la violence peut être également, en fait, comme on le dit, et d'ailleurs comme c'est dit dans les documents, ça peut être une violence sexuelle. Obliger un partenaire ou une partenaire à avoir des relations sexuelles avec toi sans son consentement. Hein? Ça peut être effectivement de la violence sexuelle. La violence peut être également économique. Alors souvent, cette forme de violence est méconnue ou bien n'est pas très visible. Une violence économique, c'est quoi? On peut donner des exemples. C'est le cas, par exemple, lorsque un conjoint ou une conjointe veut contrôler ou bien contrôle le budget. Donc, contrôle le budget, ça peut être, par exemple, il est interdit d'acheter de faire certains achats. Ou bien, il vous interdit de travailler. Ou bien, il contrôle votre budget. Donc, ça constitue, bien entendu, de la violence, en fait, économique. Et malheureusement, vous savez, souvent dans le couple, les partenaires ne sont pas sur le même pied d'égalité au niveau économique. Alors, une des parties peut utiliser cet aspect économique pour exercer de la violence sur l'autre partie, notamment en faisant du chantage, interdisant, comme je l'ai dit, de faire tel achat ou bien de contrôler le budget. Donc ça constitue, bien entendu, de la violence familiale ou conjugale qui est interdite et surtout qui est sanctionnée également par la loi. Alors, la violence la plus visible que l'on remarque de par les yeux, c'est souvent la violence physique. Alors, violence physique, moi, comme nous le savons au Sénégal, ou bien en fait, nous le ou bien nous pouvons traduire sur une langue, moi, ay dóor, ay gadji, ay bëmax, ay poignées. Mais ça, c'est de la violence physique parce qu'on porte atteinte directement à l'intégrité physique de la personne. Donc, c'est de donner des coups, de gifler,
alors cette violence est inacceptable et inadmissible comme toutes les autres formes de violence. Alors, toutes ces violences ont des effets sur la victime, mais également sur l'entourage familial. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai dit, avec la réforme de la loi sur le divorce, on ne parle plus seulement de la violence en fait conjugale, ça veut dire la violence entre le couple, non, du moins entre madame et monsieur ou bien vice-versa. Mais on y intègre tous les membres de la famille, y compris les enfants. Et aussi toute autre personne qui vit dans le cercle familial. Alors, la violence ou bien ces formes de violence ont un impact sur d'abord la victime, un impact direct. Alors, et on sait, et malheureusement, d'ailleurs en fait dans les journaux ce matin, on en a entendu parler, cette violence conjugale, familiale peut mener à la mort, hein, ou bien à des blessures graves. Et les statistiques dans les médias, dans les journaux, montrent et révèlent l'ampleur effectivement de ce problème. Alors, les effets, au-delà des blessures et de la mort qui peut s'ensuivre, la violence conjugale ou familiale laisse des séquelles importantes sur la victime. Ça peut être au niveau psychologique, des stress, la victime peut développer des maladies, elle peut ne plus se sentir en fait à l'aise, que ce soit dans son travail, dans son travail, au niveau de la famille, etc. Et comme on l'a dit aussi, la violence familiale a un impact et a des conséquences et des effets sur l'entourage immédiat de la victime et surtout sur les enfants. Alors, c'est la raison pour laquelle, et d'ailleurs, la loi le dit, avec la réforme de la loi sur le divorce, lorsqu'un tribunal est saisi d'une question de divorce et qu'il y a des enfants dans le couple, le tribunal doit tenir en compte l'aspect de la violence effectivement conjugale. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, lorsque le tribunal va prendre une ordonnance parentale, le tribunal va voir est-ce que l'enfant en question a été victime ou témoin de la violence conjugale et cela peut impacter sur la décision que prendra le juge dans les accès qu'aura le parent violent par rapport à son enfant, quel type d'accès en fait il aura. Et il est important aussi de savoir, dans le cadre d'une ordonnance parentale, lorsque le juge statue par rapport à l'enfant, il tient compte de l'intérêt de l'enfant, mais pas de l'intérêt effectivement du père. Donc c'est pour vous dire, l'aspect de la violence conjugale est important et doit être pris en considération par le juge lorsqu'il décide des questions concernant un enfant. Alors, on l'a dit, la violence conjugale ou familiale est inacceptable, on ne peut pas la tolérer et inadmissible. Et aussi, personne ne doit subir la violence conjugale. Alors, la question maintenant est de savoir, lorsqu'on est victime de violence conjugale ou de violence familiale, qu'est-ce qu'on doit faire? Ou lorsque les enfants du couple sont victimes de violence familiale, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on peut demander de l'aide. On peut demander de l'aide auprès de proches qui connaissent la famille pour une intervention, pour une conciliation, une médiation, afin que cessent ces violences. On peut demander de l'aide aussi auprès de certains organismes qui aident les personnes victimes de violences familiales ou violences conjugales. Alors, il faut noter que la violence familiale peut concerner à la fois l'homme, la femme et les enfants. Certains hommes sont victimes de violences conjugales ou familiales, mais malheureusement, les statistiques montrent que ce sont les femmes qui sont davantage victimes, effectivement, de cette violence familiale ou violence conjugale. Alors, on peut demander de l'aide. On peut également appeler le 911. Alors, pourquoi? Alors, dans certaines situations, la victime ou la personne victime de cette violence peut voir, ou en tout cas, sentir que sa vie est en danger. Alors, dans ce cas, la personne peut appeler le 911 pour se protéger. Donc, l'objectif, c'est quoi?
c'est de se protéger, c'est pas forcément, la première des choses, c'est pas forcément de dénoncer ou bien que l'autre soit sanctionné, mais pour se protéger elle-même et éventuellement protéger ses enfants. Alors, il peut y avoir une situation dans laquelle, par exemple, la personne appelle le 911 et monsieur est à côté ou bien madame est à côté. Hein? Par exemple, c'est madame qui est équivalente monsieur, monsieur appelle le 911 ou bien c'est l'inverse. La personne peut ne pas parler si elle a peur, par exemple, à ce que le partenaire ou la partenaire revienne à charge pour davantage lui faire subir des violences. La personne ne peut ne pas parler. Mais le fait d'appeler 911, la police est capable de vous repérer et de savoir là où vous êtes et éventuellement donc venir à votre secours. Donc c'est important. Alors, il est possible aussi, lorsqu'on est victime de violences conjugales ou de violences familiales, de résilier son bail. On peut résilier son bail. Alors, la première démarche à faire, c'est quoi? C'est d'essayer de parler avec son locataire, avec le propriétaire. Alors, s'il n'est pas d'accord, il est possible quand même de résilier le bail et c'est la loi qui permet aux personnes victimes de violences familiales ou conjugales de résilier leur bail. Alors, il y a quand même certaines démarches à faire. Hein, il faut une demande, il faut faire une demande. Il y a un formulaire qui est disponible au niveau du site du ministère de la Justice. Une demande pour être déclaré comme étant victime de violences conjugales ou de violences familiales. Et après, il y a un autre formulaire à remplir au niveau du tribunal administratif du logement qu'on appelait anciennement la régie du logement. Donc, on peut résilier son bail. On peut également quitter la résidence familiale dans laquelle, en fait, on vit avec le conjoint ou avec la conjointe qui est violente. On peut quitter la résidence familiale. Alors, lorsqu'on décide de quitter la résidence familiale, ça peut être soit de façon temporaire ou bien de façon définitive. Alors, on se pose généralement quelques questions. Quel type de violence je subis? Aussi, on peut se demander, est-ce qu'on est en danger immédiat de violence physique? Est-ce que les enfants sont en danger? Ou bien est-ce que j'ai besoin d'aide pour réfléchir sur l'avenir de ma relation? Donc, c'est des éléments ou bien des questions qu'on peut se poser avant de quitter la résidence en fait, familiale. Autre chose qu'on peut faire, lorsqu'on est victime de violences familiales ou bien de violences conjugales, on peut demander une ordonnance de protection. Ça veut dire quoi? On va aller à la cour demander à ce que la personne qui me fait subir cette violence conjugale ne s'approche plus autour de moi d'un certain rayon de 200 mètres ou bien de 300 mètres, de 500 mètres, et qu'il ne vienne plus effectivement, par exemple, dans la résidence familiale. C'est possible de demander une ordonnance de protection. Il est possible aussi, lorsqu'on est victime de violences familiales ou conjugales, d'aller en fait dans des ressources, ce qu'on appelle des maisons d'hébergement. Il y en a pour les femmes violentées, mais également il y en a pour les hommes. Ils peuvent aller auprès de ces ressources pour demander une aide. Enfin, il est possible, lorsqu'on est victime de violences conjugales, de porter plainte. Oui, en appelant en fait le 911, de porter plainte pour expliquer ce dont on est victime. Alors, il appartiendra maintenant au directeur des poursuites pénales et criminelles de voir est-ce que la plainte qui a été déposée, est-ce qu'elle peut être acceptée devant un tribunal et si le juge peut être convaincu de la preuve qui est fournie pour condamner en fait l'autre partie. Alors, en parlant de condamnation, on touche un point important sur la question de la violence conjugale ou familiale. L'auteur de la violence conjugale ou bien de la violence familiale encourt des risques. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on ne doit pas accepter de la violence conjugale. Au Canada, on ne l'accepte pas. Et d'ailleurs, en fait, dans nul autre pays, en principe, on ne doit accepter cela. Alors, la personne auteure de la violence conjugale encourt des risques. Le premier, il peut être condamné à une peine d'emprisonnement. Une peine d'emprisonnement. Alors, la condamnation dépendra bien entendu de la gravité des actes qui ont été posés. Alors, est-ce qu'il y a eu des blessures graves? Est-ce qu'il y a eu mort? Etc., etc. Donc, il appartiendra au juge
avec la preuve qu'on lui donnera, d'apprécier tout cela et de condamner la personne en fonction, bien entendu, comme je l'ai dit tantôt, de la gravité de l'acte qui a été posé. Donc, un des premiers risques, ou bien une des premières possibilités de l'auteur de la violence familiale, c'est d'être condamné à une peine de prison. Mais également, il peut être condamné à une peine avec sursis. Ça veut dire, la personne, elle est condamnée, mais elle ne va pas aller en prison. Elle va quand même respecter un certain nombre de conditions. Par exemple, ne pas s'approcher de la victime, ne pas communiquer avec la victime sans son consentement, ne pas être dans un certain rayon de la victime. Alors souvent, lorsque la personne est condamnée par un tribunal, il a un casier judiciaire. Et ce casier judiciaire a un impact sur la vie de l'auteur de la violence conjugale. Quel impact? Lorsque la personne a un casier judiciaire, d'abord, il se peut que cette personne ne soit plus admise à entrer dans certains pays. Par exemple, on peut donner l'exemple de notre plus grand voisin qui est à côté, les États-Unis d'Amérique. Alors, lorsqu'on est condamné, on a un casier judiciaire, on peut être interdit d'entrer, par exemple, aux États-Unis. Mais autre élément important, lorsque la personne est condamnée, suite à de la violence conjugale ou violence familiale, et elle a un casier judiciaire, bien, cette personne peut perdre son emploi. Mais aussi, le fait d'avoir ce casier judiciaire peut l'empêcher de candidater ou bien d'occuper certains postes d'emploi. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut prendre en considération. Autre élément important, la personne qui a été reconnue coupable de violence conjugale peut, s'il n'a pas encore obtenu sa citoyenneté canadienne, peut ne pas l'obtenir. Cela veut dire quoi? Toutes les personnes qui sont condamnées et qui ont un casier judiciaire, automatiquement, Immigration Canada embarque dans le dossier. Alors, si au moment de la condamnation, la personne n'avait pas sa citoyenneté canadienne, c'est que sûr et certain qu'elle n'aura pas rapidement la citoyenneté canadienne. Il faudrait éventuellement qu'elle fasse d'autres démarches, par exemple, demander le pardon, etc., pour pouvoir éventuellement obtenir la citoyenneté canadienne. Si la personne qui a été reconnue coupable de violence conjugale ou familiale était seulement une résidente permanente, elle peut perdre sa résidence permanente, en sens que Immigration Canada peut embarquer dans le dossier et retirer la résidence permanente de la personne. Et dans ce cas, qu'est-ce qui suit? C'est la déportation. La personne sera déportée, en fait, en tout cas va quitter le territoire canadien et sera interdite de territoire pendant des années. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, lorsque la personne qui a été reconnue coupable n'a pas encore la citoyenneté canadienne, il se peut en fait qu'il ne soit pas interdit de territoire. Mais à supposer même que la personne, par exemple, ne soit pas interdite de territoire. Mais cette personne qui a été reconnue coupable, si par exemple, elle veut parrainer une nouvelle conjointe ou un nouveau conjoint, elle ne peut pas le faire automatiquement. Je donne un exemple. Par exemple, une personne est reconnue coupable de violence conjugale. Elle est condamnée pour une peine d'emprisonnement, par exemple, de 5 ans. Elle purge les 5 ans. Et elle se marie après. Mais si son nouveau conjoint n'est pas, par exemple, ici au Canada, pour que le parrainage puisse se faire, il faudra qu'il attende au moins 5 ans après avoir exécuté toute sa peine. Donc, vous voyez. Donc, s'il a été condamné pour 5 ans, elle finit ses 5 ans la personne, il faut qu'il attende encore 5 ans. Donc, il faudra qu'il attende 10 ans au moins pour pouvoir, en fait, parrainer sa nouvelle conjointe ou bien son nouveau conjoint. Donc, ça, c'est un élément important aussi. Des conséquences qui sont liées à des condamnations suite à de la violence conjugale. Mais aussi, si la personne est reconnue coupable de violence conjugale, la personne-là peut ne pas avoir, on ne va pas lui délivrer un permis de travail. Je donne un exemple, par exemple. Imaginez que la personne soit étudiante. Étudiante, ou bien un travailleur temporaire était venu ici avec ses démarches. Cette personne dépose un permis de travail. Et en temps, cette personne a été condamnée suite à de la violence conjugale. Automatiquement, Immigration Canada va geler la demande de permis. Et même avant
la condamnation, dès l'instant qu'il y a des accusations criminelles liées à de la violence conjugale, Immigration Canada est automatiquement connectée au dossier et la demande ne sera pas traitée tant qu'un juge n'a pas statué sur les accusations criminelles qui ont été portées contre la personne. Donc, voici quelques exemples, entre autres, des conséquences juridiques qui peuvent impacter la personne qui a été reconnue coupable de violence conjugale. Bien entendu, au-delà de l'emprisonnement, au-delà de toutes ces questions qui sont liées au statut d'immigré de la personne, mais la personne peut être condamnée également à une amende. Une amende qu'elle va verser au Trésor public, comme on le dit ici, au ministère des Finances. Mais également, elle peut être condamnée à dédommager la personne victime de violence conjugale. Il est important aussi de noter, et ça il faut le noter, et je l'ai dit tantôt, lorsqu'il y a une question de violence conjugale, le tribunal, lorsqu'il est saisi du dossier, doit vérifier est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'il y a une question de violence conjugale dans le couple. Et cette violence conjugale, comme on l'a dit tantôt, impacte sur les enfants et d'autres organismes peuvent embarquer dans le dossier. Par exemple, la DPJ. C'est un élément important qu'il faudra prendre en considération aussi lorsqu'il y a de la violence conjugale ou bien de la violence familiale. Parce que les enfants ont droit à la protection. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque c'est madame, ou bien lorsque c'est monsieur qui est victime de la violence conjugale, normalement, on lui conseille, lorsqu'il décide ou elle décide de quitter le domicile conjugal, de partir avec les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants ont droit également à la protection. Et vraiment, c'est quelque chose d'important qu'il faudra tenir en compte lorsqu'on est victime de violences conjugales ou lorsque il y a de la violence familiale dans le couple. Alors, une question maintenant vient à l'esprit. Lorsque commence la violence conjugale, est-ce qu'on peut l'arrêter? Est-ce qu'il y a des moyens de freiner cette violence conjugale? C'est possible. Mais ça peut être aussi extrêmement difficile pour la victime d'avoir les outils nécessaires ou bien les moyens nécessaires, par exemple, pour mettre fin à cette violence familiale ou conjugale. Alors, qu'est-ce qu'on conseille souvent aux couples? Il y a des organismes qui sont là pour aider les personnes victimes de violences familiales ou conjugales, pour les aider à être accompagnées, les donner des outils pour surmonter cette situation. Alors, il y a des services de médiation, des services de conciliation. Et d'ailleurs, en parlant des outils qu'on peut donner, qu'on peut offrir aux personnes victimes de violences conjugales, il y a aussi certains outils qu'on peut offrir aux personnes qui sont auteurs même de ces violences familiales ou conjugales. Et d'ailleurs, souvent, lorsqu'une personne a été reconnue par le juge coupable de violences conjugales ou familiales, souvent, le juge, dans sa décision, ordonne à la personne de suivre un traitement ou bien des séances de coaching afin de combattre ces pulsions de violence, en tout cas, ce comportement agressif qui est à l'origine de ces violences familiales ou conjugales. Alors, il est important, vu le contexte dans lequel on vit, vu aussi ce qui sort des médias ou même la réalité relative à ces violences conjugales et familiales, il est important de recourir aux ressources qui sont disponibles. Mais il est important aussi à tout un chacun de prendre note
que la violence conjugale ou familiale est inacceptable, inadmissible, intolérable. Mais aussi, la personne victime de cette violence familiale ou de cette violence conjugale ne doit pas l'accepter, ne doit pas la tolérer et doit prendre les mesures nécessaires pour sortir de ce cycle dans les meilleurs délais possibles. Alors, lorsqu'on dit en fait prendre les mesures nécessaires, ce n'est pas forcément faire des dénonciations au niveau de la police ou de porter plainte. Alors, beaucoup de ressources sont disponibles pour aider les personnes qui sont victimes de ces violences conjugales ou familiales pour s'en sortir. Alors, la question ou le thème d'aujourd'hui est très important, compte tenu de l'impact et de l'ampleur que cela a eu sur la vie et que cela continue d'avoir sur la vie de beaucoup de personnes, mais aussi compte tenu des coûts humains et que cela engendre. Alors, c'est pour vous dire aussi, l'importance de cette question fait qu'il n'est pas possible d'en parler de façon exhaustive seulement en l'espace de 30, de 40 ou bien même d'une heure de temps. Mais ce qui est important de prendre note est qu'il y a des ressources qui sont là pour vous accompagner. Qu'on soit victime ou bien auteur, mais surtout, et je le dis, pour ceux qui seraient tentés de commettre ou bien de perpétuer ces actes de violence conjugale ou familiale, de réfléchir à 2 reprises avant de poser les actes qui peuvent être condamnés sévèrement par les tribunaux. Alors, voici, Monsieur Oumar Kane, de façon assez ramassée, ce qu'on pouvait donner comme information, ou bien en tout cas comme renseignement sur cette thématique et cette problématique sociétale. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tantôt, aucune communauté n'est épargnée. Aucune communauté. Aucun pays également n'est épargné par ce problème. Mais tout un chacun doit y apporter sa contribution pour combattre effectivement ce phénomène, parce que tout le monde peut en être victime, à la fois les conjoints, les conjointes, mais surtout les enfants. Et certaines études ont montré que souvent, les enfants qui ont été victimes de cette violence familiale, pendant leur vie, ont tendance à reproduire ce qu'ils ont vécu. Alors, il faudra demander de l'aide. Et il y a des ressources qui sont disponibles pour aider les personnes qui se trouvent effectivement dans cette situation difficile. Merci. Merci encore, Maître. Je ne pourrais que vous remercier pour ce développement et conseils très, très précis, je pourrais dire. C'était un cours magistral. Il n'y a rien à rajouter et rien à dire. Moi, c'était vraiment très clair. Merci encore, Maître. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager au maximum nos vidéos et tout. Abonnez-vous au maximum sur Sandaga Web TV. Je dirais à la prochaine, au mois prochain, pour une nouvelle capsule. Merci à Sandaga Montréal. Merci aussi à la communauté qui, de par son dynamisme, montre un intérêt par rapport à ce que vous faites et par rapport à ces capsules vidéo, et dont l'objectif principal est d'apporter des éléments, des informations qui pourraient servir à l'ensemble de la communauté dans leur vécu au quotidien. Merci et à la prochaine.